Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, découvrez comment une riche veuve a changé la vie d'une mère célibataire en l'engageant comme gouvernante, mais ce qu'elle a découvert grâce à une caméra dans la cuisine l'a laissé choquée. N'oubliez pas de vous abonner et, si vous le pouvez, soutenez-nous avec un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez de cette fascinante histoire. Élisabeth Fontaine, une veuve fortunée de 62 ans, vivait seule dans son somptueux manoir à la périphérie de Paris. Malgré sa richesse, elle se sentait profondément seule depuis la mort de son mari, 5 ans auparavant. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc du quartier, elle remarqua une jeune femme assise sur un banc, sanglotant silencieusement. Intriguée et inquiète, Élisabeth s'approcha doucement. « Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce. La jeune femme leva les yeux, révélant un visage fatigué mais d'une beauté frappante. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle en essuyant ses larmes. « Je ne voulais pas déranger. » Élisabeth s'assit à côté d'elle, touchée par sa détresse évidente. « Je m'appelle Élisabeth. Puis-je vous aider d'une quelconque manière ?» La jeune femme hésita un moment avant de se présenter. « Je m'appelle Chloé Dubois. C'est gentil à vous, mais je ne pense pas que quiconque puisse m'aider. » Au fil de la conversation, Élisabeth apprit que Chloé, âgée de 28 ans, était une mère célibataire luttant pour joindre les deux bouts. Elle venait de perdre son emploi de serveuse et craignait de ne pas pouvoir payer son loyer ni nourrir sa petite fille de 4 ans, Léa. Sans famille sur qui compter, Chloé se sentait désespérée et seule au monde. Le cœur d'Élisabeth se serra en écoutant l'histoire de Chloé. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre fille, décédée dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Chloé avait le même âge qu'elle aurait eu aujourd'hui. Sans vraiment réfléchir, Élisabeth entendit sa propre voix dire « J'ai peut-être une solution pour vous, Chloé. J'ai besoin d'une gouvernante pour m'aider à entretenir ma maison. Le poste inclut le logement. Seriez-vous intéressé ?» Les yeux de Chloé écarquillèrent de surprise et d'espoir. « Vraiment ? Vous feriez ça pour moi ? Mais vous ne me connaissez même pas. » Élisabeth sourit gentiment. « Parfois, il faut faire confiance à son instinct. Que diriez-vous de venir voir la maison demain et nous pourrons en discuter plus en détail ?» Chloé accepta, le cœur rempli de gratitude et d'appréhension. Alors qu'elles échangeaient leurs coordonnées, ni l'une ni l'autre ne pouvaient imaginer à quel point cette rencontre fortuite allait changer leur vie, ni les secrets et les surprises qui les attendaient. Le lendemain, Chloé et sa fille Léa arrivèrent devant l'imposant portail du manoir d'Élisabeth. La petite fille, aux boucles brunes et aux yeux curieux, s'émerveillait devant la grandeur de la demeure. « Maman, on dirait un château de princesse !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Chloé, quant à elle, sentait son cœur battre la chamade, partagée entre l'excitation et l'appréhension. Élisabeth les accueillit chaleureusement, touchée par la présence de la petite Léa qui lui rappelait tant sa propre petite fille qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. Elle les fit visiter la maison, leur montrant leur quartier privé. Une suite confortable avec 2 chambres, une salle de bain et un petit salon. Chloé était stupéfaite par la générosité d'Élisabeth. Les premiers jours furent une période d'adaptation pour tout le monde. Chloé, déterminée à prouver sa valeur, se jetait corps et âme dans ses nouvelles responsabilités. Elle nettoyait, cuisinait, s'occupait du jardin avec une énergie qui impressionnait Élisabeth. Cette dernière, quant à elle, découvrait avec joie la présence d'une nouvelle vie dans sa grande maison autrefois si silencieuse. Léa, de son côté, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Élisabeth, ravie d'avoir une enfant à gâter, lui lisait des histoires et lui apprenait à jardiner. Un lien spécial commençait à se tisser entre la vieille dame et la petite fille. Cependant, malgré l'apparente harmonie, Chloé ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine anxiété. Elle craignait constamment de faire une erreur qui pourrait lui coûter cette opportunité inespérée. Cette peur la poussait parfois à travailler tard dans la nuit, déterminée à tout faire parfaitement. Un soir, alors qu'Élisabeth passait devant la cuisine, elle entendit des bruits étouffés. En jetant un coup d'œil, elle vit Chloé assise sur le sol, pleurant silencieusement tout en astiquant frénétiquement une casserole déjà étincelante. Le cœur serré, Élisabeth réalisa que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, elle prit Chloé à part.
Ma chère, je suis inquiète pour vous. Vous travaillez trop dur. Ce n'est pas ce que je voulais. Chloé, les yeux baissés, murmura « Je veux juste être sûre de mériter votre gentillesse. J'ai tellement peur de tout perdre à nouveau. » Elisabeth prit les mains de Chloé dans les siennes. « Vous n'avez rien à prouver, Chloé. Vous et Léa êtes les bienvenus ici, pas seulement comme employés, mais comme famille. » À ces mots, Chloé fondit en larmes, submergée par les émotions. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. Chloé commença à se détendre et à s'ouvrir davantage. Elisabeth, de son côté, se sentait de plus en plus attachée à cette petite famille qui avait apporté une nouvelle lumière dans sa vie. Pourtant, malgré cette évolution positive, Elisabeth ne pouvait s'empêcher de remarquer que Chloé semblait parfois préoccupée, presque secrète. Elle disparaissait parfois pendant de courtes périodes, prétextant des courses urgentes. Et certains soirs, Elisabeth l'entendait chuchoter au téléphone dans sa chambre. Intriguée et légèrement inquiète, Elisabeth commença à se demander si Chloé ne cachait pas quelque chose. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait tout changer. Installer discrètement une petite caméra dans la cuisine, l'endroit où Chloé passait le plus de temps seule. Elisabeth se sentait coupable de cette intrusion, mais elle se justifiait en se disant qu'elle voulait juste s'assurer que tout allait bien. Elle était loin d'imaginer ce que cette décision allait révéler, et les conséquences qu'elle aurait sur leur vie à toutes les trois. Les jours suivants, Elisabeth se sentait partagée entre la culpabilité d'avoir installé la caméra et la curiosité de découvrir ce que Chloé pouvait bien cacher. Chaque soir, après que Chloé et Léa se soient retirées dans leur quartier, elle visionnait les enregistrements de la journée, le cœur battant. Au début, rien ne semblait anormal. Chloé vaquait à ses occupations habituelles, préparant les repas, rangeant la cuisine, fredonnant doucement des berceuses à Léa. Mais au fil des jours, Elisabeth commença à remarquer des détails troublants. Un mardi soir, elle vit Chloé entrer furtivement dans la cuisine au milieu de la nuit. La jeune femme ouvrit le grand réfrigérateur et en sortit plusieurs Tupperware contenant les restes des repas de la semaine. Avec des gestes rapides et nerveux, elle transféra une partie de la nourriture dans un sac. Elisabeth fut choquée de voir Chloé prendre également quelques fruits et légumes du garde-manger avant de quitter la cuisine aussi discrètement qu'elle était entrée. Le lendemain, Chloé prétexta une migraine pour s'absenter pendant 2 heures. Sur les enregistrements de son retour, Elisabeth la vit revenir avec un air soulagé mais coupable, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Ces observations ne firent qu'augmenter les soupçons d'Elisabeth. Était-il possible que Chloé vole de la nourriture? Mais pour quelle raison? Elle avait accès à tous les repas qu'elle souhaitait dans la maison. Elisabeth se sentait profondément blessée et déçue, mais elle décida de continuer à observer avant de confronter Chloé. Quelques jours plus tard, un incident encore plus troublant se produisit. Alors que Chloé pensait être seule dans la cuisine, Elisabeth la vit sortir une enveloppe de sa poche. Avec des gestes tremblants, elle en extrait plusieurs billets qu'elle compta rapidement avant de les cacher dans une boîte de thé au fond d'un placard. D'où venait cet argent? Elisabeth sentit son cœur se serrer. Chloé était-elle impliquée dans quelque chose d'illégal? Le doute s'installa, empoisonnant l'atmosphère autrefois chaleureuse de la maison. Elisabeth commença à scruter chaque geste de Chloé, cherchant des signes de duplicité. Elle remarqua que la jeune femme recevait régulièrement des appels qu'elle prenait toujours en privé, parlant à voix basse. À plusieurs reprises, elle la surprit en train de consulter frénétiquement son téléphone, l'air anxieux. Malgré ses comportements suspects, Chloé continuait à être une employée modèle et une mère attentionnée pour Léa. La petite fille S épanouissait, remplissant la maison de ses rires et de sa joie de vivre. Elisabeth se sentait déchirée entre son affection grandissante pour cette petite famille et les soupçons qui la rongeaient. Un soir, alors qu'elle regardait les enregistrements, Elisabeth vit quelque chose qui la glaça. Chloé était au téléphone, parlant à voix basse mais clairement agitée. « Je ne peux pas continuer comme ça », l'entendit-elle dire. « C'est trop risqué. Si elle découvre… Non, tu ne comprends pas. Je ne peux pas tout perdre. Pas encore. Il faut que ça s'arrête. » Le cœur d'Elisabeth battait à tout rompre. De quoi Chloé parlait-elle? Que risquait-elle de perdre? Et surtout,
Qui était ce mystérieux interlocuteur qui semblait avoir une telle emprise sur elle? Elisabeth réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer la situation. Elle devait confronter Chloé, découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais alors qu'elle se préparait à cette confrontation, elle était loin d'imaginer les révélations choquantes qui l'attendaient et comment cette conversation allait bouleverser leur vie à jamais. Le lendemain matin, Elisabeth se réveilla avec un nœud à l'estomac. Elle avait passé une nuit agitée, tourmentée par les images de Chloé volant de la nourriture et cachant de l'argent. Déterminée à obtenir des réponses, elle attendit que Léa soit partie à aller école pour convoquer Chloé dans son bureau. Lorsque la jeune femme entra, Elisabeth fut frappée par son air fatigué et anxieux. « Chloé », commença-t-elle d'une voix qu'elle voulait ferme mais bienveillante, « il faut que nous parlions de quelque chose d'important. » Chloé s'assit, les mains tremblantes. « Qu'y a-t-il, Madame Fontaine ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Elisabeth prit une profonde inspiration. « J'ai remarqué certains comportements, troublants ces derniers temps. Des aliments qui disparaissent, de l'argent caché. » Elle vit Chloé pâlir. « J'ai installé une caméra dans la cuisine. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent d'horreur. « Une caméra? Mais pourquoi ?» Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je m'inquiétais pour vous, Chloé. Je voulais comprendre. Maintenant, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Que se passe-t-il réellement ?» Il y eut un long moment de silence, uniquement brisé par les sanglots étouffés de Chloé. Puis, comme si un barrage cédait, les mots se déversèrent. « Je suis tellement désolé, Madame Fontaine. Je ne voulais pas vous trahir, mais je n'avais pas le choix. C'est mon ex-mari, le père de Léa. » Elisabeth sentit son cœur se serrer. « Votre ex-mari ?» Chloé acquiesça, essuyant ses larmes. « Il a des problèmes de jeu. Quand nous étions ensemble, il a accumulé des énormes dettes. J'ai divorcé pour protéger Léa, mais il a continué à nous harceler, à exiger de l'argent. Il menace de nous faire du mal si je ne paie pas. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Elisabeth. Alors, la nourriture, l'argent, c'est pour lui, confirma Chloé, la voix brisée. Il vient chaque semaine. Je lui donne ce que je peux pour qu'il nous laisse tranquilles. J'ai dû reprendre un travail de nuit dans un bar pour gagner plus d'argent. C'est pour ça que je suis parfois fatiguée ou absente. Elisabeth était sous le choc. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'aurais pu vous aider. Chloé secoua la tête, désespérée. J'avais trop honte, et j'avais peur que vous ne me croyiez pas, que vous pensiez que j'inventais une histoire pour justifier mes vols. Je ne voulais pas perdre cette chance que vous m'aviez donnée. Léa est tellement heureuse ici. » Le silence retomba dans la pièce. Elisabeth se leva lentement et s'approcha de Chloé. Contre toute attente, elle la prit dans ses bras. « Oh, ma pauvre enfant !» murmura-t-elle. « Vous avez porté ce fardeau seule pendant si longtemps. » Chloé s'effondra dans l'étreinte d'Elisabeth, laissant échapper des années de peur et de stress accumulés. « Je suis tellement désolée, » répéta-t-elle entre deux sanglots. Elisabeth la berça doucement. « Nous allons arranger cela, Chloé. Vous n'êtes plus seule maintenant. Nous allons trouver une solution ensemble. » Alors qu'elle restait ainsi enlacée, Elisabeth sentit une détermination nouvelle l'envahir. Elle allait protéger Chloé et Léa, quoi qu'il en coûte. Mais elle était loin de se douter que cette décision allait les entraîner dans une spirale d'événements qui dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Dans les jours qui suivirent la confession de Chloé, Elisabeth mit en place un plan audacieux pour mettre fin au chantage de l'ex-mari. Elle engagea un détective privé renommé, Maxime Leroy, pour rassembler des preuves contre cet homme, nommé Antoine Mercier. Maxime découvrit rapidement qu'Antoine avait un passé trouble, parsemé de dettes de jeu et de petites escroqueries. Il était actuellement sans emploi, vivant de combines et du chantage exercé sur Chloé. Armée de ces informations, Elisabeth décida de confronter Antoine directement. Un soir, alors que Chloé était censée rencontrer Antoine pour son paiement habituel, Elisabeth prit sa place. Antoine, surpris de voir une femme âgée élégante au lieu de Chloé, fut déstabilisé. « Monsieur Mercier », commença Elisabeth d'une voix glaciale, « votre petit jeu s'arrête ici.
J'ai toutes les preuves de vos activités illégales. Si vous n'arrêtez pas immédiatement de harceler Chloé et Léa, je n'hésiterai pas à tout remettre à la police. » Antoine, d'abord abasourdi, se reprit rapidement. Son visage se tordit en un rictus menaçant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, la vieille. Vous feriez mieux de ne pas vous mêler de ça. » Mais Elisabeth ne se laissa pas intimider. Elle sortit un dossier épais de son sac. « Voici des copies de toutes les preuves que nous avons contre vous. Les originaux sont en lieu sûr. Un seul faux pas de votre part, et tout sera révélé. » Antoine pâlit visiblement. Il tenta de négocier, de menacer, mais Elisabeth resta inébranlable. Finalement, voyant qu'il était acculé, il accepta de signer un document légal s'engageant à ne plus jamais contacter Chloé ou Léa. Elisabeth rentra chez elle, fière d'avoir réussi à protéger sa nouvelle famille. Chloé pleura de soulagement en apprenant la nouvelle, embrassant Elisabeth avec une gratitude infinie. Cependant, leur joie fut de courte durée. 2 jours plus tard, alors que Elisabeth et Chloé prenaient le petit déjeuner, le téléphone sonna. C'était Maxime, le détective privé, sa voix tendue et urgente. « Madame Fontaine, nous avons un problème. Antoine Mercier a été retrouvé mort ce matin dans son appartement. La police enquête et votre nom a été mentionné en raison de votre récente confrontation. » Le monde sembla s'écrouler autour d'Elisabeth. Elle raccrocha, le visage blême, et se tourna vers Chloé pour lui annoncer la nouvelle choquante. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de panique et d'incertitude. La police arriva pour interroger Elisabeth et Chloé. Les 2 femmes racontèrent honnêtement leur histoire, espérant que la vérité les protégerait. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque l'inspecteur en charge de l'enquête, Pierre Durand, révéla une information bouleversante. « Nous avons des raisons de croire que la mort de M. Mercier N était pas accidentelle. Et malheureusement, Madame Fontaine, vous êtes actuellement notre principale suspecte. » Elisabeth sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Elle qui avait seulement voulu protéger Chloé et Léa se retrouvait maintenant accusée de meurtre. Chloé, horrifiée, ne cessait de répéter que était impossible, que Elisabeth n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Alors que la police commençait à fouiller la maison à la recherche d'indices, Elisabeth réalisa que son acte de bonté avait déclenché une série d'événements qu'elle ne contrôlait plus. Elle se demandait avec angoisse comment elle allait pouvoir prouver son innocence et protéger la nouvelle famille qu'elle avait trouvée en Chloé et Léa. Ce qui avait commencé comme une simple histoire d'entraide entre 2 femmes de milieux différents, se transformait en un dangereux thriller où les apparences étaient trompeuses et où chaque décision pouvait avoir des conséquences fatales. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Elisabeth et Chloé. La police avait établi un périmètre autour de la maison, fouillant chaque recoin à la recherche d'indices. L'inspecteur Durand, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, menait l'enquête avec une rigueur implacable. Elisabeth fut soumise à des interrogatoires intensifs. Chaque détail de sa vie était passé au crible. Son passé de femme d'affaires influente, sa fortune, son veuvage, tout était examiné sous un nouveau jour. L'inspecteur Durand semblait particulièrement intéressé par le testament de son défunt mari. « Madame Fontaine ?» demanda-t-il lors d'un interrogatoire particulièrement éprouvant. « Est-il vrai que vous avez récemment modifié votre testament pour y inclure Chloé et sa fille ?» Elisabeth, surprise, acquiesça. « Oui, c'est vrai. Elles sont devenues comme une famille pour moi. Mais quel rapport avec la mort d'Antoine Mercier ?» L'inspecteur esquissa un sourire énigmatique. Peut-être aucun. Ou peut-être que cela fournit un mobile à Mademoiselle Dubois. Après tout, avec Monsieur Mercier hors du tableau, elle et sa fille deviennent vos seules héritières. Cette insinuation frappa Elisabeth comme un coup de poing. L'idée que Chloé puisse être impliquée dans le meurtre d'Antoine lui semblait absurde. Pourtant, un doute insidieux commença à s'insinuer dans son esprit. Pendant ce temps, Chloé vivait sa propre descente aux enfers. Bien que n'étant pas officiellement suspecte, elle était constamment interrogée sur son passé avec Antoine, sur sa relation avec Elisabeth, sur ses allées et venues le jour du meurtre. La pression était telle qu'elle commença à douter d'elle-même, se demandant si elle n'avait pas inconsciemment fait quelque chose qui aurait pu conduire à la mort d'Antoine.
L'enquête prit une nouvelle tournure lorsque la police découvrit que le corps d'Antoine présentait des traces d'un poison rare, extrait d'une plante exotique. Coïncidence troublante, cette même plante se trouvait dans le jardin d'Elisabeth, faisant partie de sa collection de plantes rares. Elle et l'étau se resserrait. Elisabeth fut placée en garde à vue, séparée de Chloé et Léa. Dans sa cellule, elle repensait à tous les événements qui l'avaient conduite là. Avait-elle été naïve? Avait-elle fait confiance trop rapidement à Chloé? Ou pire encore, était-il possible qu'elle ait elle-même commis ce meurtre dans un moment de folie pour protéger sa nouvelle famille? Il avait découvert qu'Antoine Mercier avait des liens avec un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent. Ce réseau utilisait des plantes rares comme couverture pour ses activités illégales. Cette révélation ouvrit de nouvelles pistes pour l'enquête. Était-il possible qu'Antoine ait été éliminé par ses propres associés? Elisabeth et Chloé N étaient-elles que des pions dans un jeu beaucoup plus grand et dangereux qu'elles ne l'imaginaient? Alors que l'inspecteur Durand commençait à explorer cette nouvelle piste, Elisabeth et Chloé réalisèrent qu'elles devaient mettre leurs doutes de côté et s'unir pour découvrir la vérité. Leur survie et leur liberté en dépendaient, mais elles étaient loin de se douter que la vérité serait encore plus choquante que tout ce qu'elles avaient pu imaginer, et que le véritable danger ne venait pas d'où elles le pensaient. L'enquête prit un tournant inattendu lorsque l'inspecteur Durand reçut les résultats d'une analyse ADN effectuée sur des échantillons prélevés sous les ongles d'Antoine Mercier. À la surprise générale, l'ADN correspondait à celui d'une femme inconnue, qui n'était ni Elisabeth ni Chloé. Cette découverte permit à Elisabeth D. d'être libérée sous caution, mais l'enquête était loin de être terminée. De retour chez elle, elle retrouva Chloé et Léa dans un état d'anxiété extrême. Sophia Moreau s'avéra être une femme d'une quarantaine d'années, au charme sophistiqué et à l'intelligence acérée. Lors de leur rencontre dans un café discret, elle leur fit une révélation stupéfiante. Elle était la demi-sœur d'Antoine Mercier. « Antoine et moi avons grandi séparément », expliqua Sophia, les yeux brillants de larmes contenues. « Quand nous nous sommes retrouvés à l'âge adulte, j'ai découvert qu'il était impliqué dans des activités illégales. J'ai essayé de l'aider à s'en sortir, mais il était trop profondément enfoncé. » Elisabeth et Chloé écoutaient, fascinées, alors que Sophia continuait son récit. Elle leur raconta comment elle avait utilisé ses connaissances en botanique pour aider Antoine à se cacher du réseau criminel qui le poursuivait. Mais les choses avaient mal tourné. Le soir de sa mort, J était venu le voir pour le convaincre de se rendre à la police. Avoua Sophia, la voix tremblante. « Nous nous sommes disputés. Il a menacé de révéler mes propres liens avec le réseau si je parlais. Dans la lutte qui a suivi, il a accidentellement ingéré une dose mortelle du poison que j'avais apporté comme preuve de ses activités. » Cette confession bouleversa Elisabeth et Chloé. Elles réalisèrent que l'histoire était bien plus complexe qu'elles ne l'avaient imaginé. Sophia, rongée par la culpabilité, était prête à se rendre à la police. Mais elle craignait les représailles du réseau criminel. C'est alors qu'un nouveau coup de théâtre se produisit. Alors qu'elles quittèrent le café, Elisabeth, Chloé et Sophia furent abordées par un homme qu'elles reconnurent immédiatement, l'inspecteur Durand. Mais il n'était pas là en tant que policier. « Mesdames, dit-il d'une voix grave, je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation franche. Je ne suis pas seulement inspecteur de police. Je fais partie d'une unité spéciale infiltrée dans ce réseau criminel depuis des années. » Cette révélation laissa les trois femmes sans voix. L'inspecteur Durand expliqua qu'il avait suspecté depuis le début que l'affaire était liée au réseau, mais qu'il ne pouvait pas révéler sa couverture. Il avait utilisé l'enquête sur la mort d'Antoine comme moyen de se rapprocher de la vérité. « Nous sommes sur le point de démanteler tout le réseau, » affirma Durand. « Mais nous avons besoin de votre aide. Chacune d'entre vous détient une pièce du puzzle qui pourrait tout faire basculer. » Elisabeth, Chloé et Sophia échangèrent des regards, réalisant soudain qu'elles étaient au cœur d'une affaire bien plus grande qu'elles ne l'avaient imaginé. Leur décision maintenant pourrait non seulement affecter leur propre vie, mais aussi mettre fin à un vaste réseau criminel. Alors qu'elles s'apprêtaient à prendre la décision la plus importante de leur vie, aucune d'entre elles ne pouvait prévoir les dangers qui les attendaient et les sacrifices qu'elles devraient faire pour atteindre la vérité et la justice. Après avoir longuement discuté avec l'inspecteur Durand, Elisabeth,
Chloé et Sophia prirent la décision audacieuse de collaborer avec l'unité spéciale pour démanteler le réseau criminel. Chacune avait ses propres raisons. Elisabeth voulait se racheter pour avoir involontairement mis Chloé et Léa en danger. Chloé désirait mettre fin à ses années de peur et d'intimidation, et Sophia cherchait à honorer la mémoire de son frère en corrigeant ses erreurs. L'inspecteur Durand élabora un plan risqué. Sophia, grâce à ses connaissances en botanique et ses liens avec le réseau, servirait d'appât. Elle prétendrait avoir découvert une nouvelle plante aux propriétés exceptionnelles, capable de produire un poison indétectable. Cette information attirerait sûrement l'attention des têtes du réseau. Elisabeth, utilisant ses connexions dans le monde des affaires, organiserait une vente aux enchères privées pour cette plante mystérieuse. Chloé, quant à elle, utiliserait ses talents d'observation et sa connaissance du monde interlope pour repérer les membres du réseau lors de l'événement. Les jours qui suivirent furent intenses. Sous la surveillance discrète de l'unité de Durand, les 3 femmes préparèrent minutieusement l'opération. Elisabeth transforma une partie de son manoir en salle de vente aux enchères luxueuses. Sophia créa une présentation convaincante sur la plante fictive, et Chloé mémorisa les visages et les noms de tous les suspects potentiels. La nuit de la vente aux enchères arriva. Le manoir d'Elisabeth grouillait de monde, riches collectionneurs, botanistes curieux et, cachés parmi eux, les membres du réseau criminel. L'atmosphère était électrique, chargée de danger et d'anticipation. Tout se déroulait selon le plan jusqu'à ce qu'un imprévu survienne. Léa, qui était censée rester chez une baby-sitter, apparut soudainement dans la salle. Elle avait échappé à la surveillance et était venue chercher sa mère, effrayée par son absence prolongée. Chloé sentit son cœur s'arrêter. La présence de Léa menaçait de tout faire échouer et, pire encore, mettait la petite fille en danger immédiat. Elle échangea un regard paniqué avec Elisabeth, qui comprit immédiatement la gravité de la situation. Pendant ce temps, Sophia, sur l'estrade, continuait sa présentation, consciente du danger mais incapable d'intervenir sans compromettre l'opération. L'inspecteur Durand, caché parmi les invités, se tenait prêt à agir au moindre signe de problème. C'est alors qu'un des hommes que Chloé avait identifié comme un membre clé du réseau remarqua Léa. Son regard passa de l'enfant à Chloé, puis à Elisabeth. Une lueur de reconnaissance, puis de suspicion, s'alluma dans ses yeux. En une fraction de seconde, tout bascula. L'homme sortit une arme, provoquant la panique dans la salle. Les invités se mirent à courir dans tous les sens, criant et renversant les meubles. Chloé se précipita vers Léa, tandis que Elisabeth tentait de maintenir un semblant d'ordre. L'inspecteur Durand et son équipe passèrent à l'action, mais dans la confusion, il était difficile de distinguer les criminels des invités innocents. Des coups de feu éclatèrent, ajoutant au chaos général. Au milieu de ce tumulte, Sophia vit une opportunité. Utilisant ses connaissances en botanique, elle réussit à créer une diversion en utilisant une plante aux propriétés urticantes, provoquant une épaisse fumée qui envahit rapidement la salle. Profitant de la confusion, Elisabeth guida Chloé et Léa vers une sortie secrète qu'elle avait préparée en cas d'urgence. Mais alors qu'elles atteignaient presque la sécurité, elles réalisèrent avec horreur que Sophia n'était pas avec elles. Déchirées entre leur instinct de survie et leur loyauté envers leur nouvel allié, Elisabeth et Chloé devaient prendre une décision cruciale, retourner dans le chaos pour sauver Sophia ou assurer la sécurité de Léa. Leur choix allait non seulement déterminer le sort de l'opération, mais aussi redéfinir à jamais les liens qui les unissaient. Face à ce dilemme déchirant, Elisabeth prit une décision rapide. « Chloé, emmène Léa en sécurité. Je retourne chercher Sophia. » Avant que Chloé ne puisse protester, Elisabeth avait déjà disparu dans la fumée épaisse qui envahissait la salle. Le cœur battant, Elisabeth se faufila à travers le chaos, évitant les invités paniqués et les membres du réseau en fuite. Elle trouva Sophia acculée dans un coin, aux prises avec l'homme armé qu'elles avaient identifié plus tôt. Sans hésiter, Elisabeth saisit un lourd vase en cristal et le fracassa sur la tête de l'assaillant, le mettant hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Chloé, déchirée entre son désir de protéger sa fille et son inquiétude pour Elisabeth et Sophia,
prit une décision audacieuse. Elle cacha Léa dans un placard sécurisé qu'Elisabeth lui avait montré plus tôt, puis retourna dans la mêlée pour aider. L'inspecteur Durand et son équipe avaient réussi à maîtriser la plupart des membres du réseau, mais le chef, un homme nommé Victor Lemaître, restait introuvable. C'est alors que Chloé, utilisant ses talents d'observation aiguisée, remarqua un mouvement suspect derrière une tapisserie. Elle alerta discrètement Durand, qui réussit à coincer Lemaître alors qu'il tentait de s'échapper par un passage secret. Alors que la situation semblait enfin sous contrôle, un cri retentit. Sophia avait découvert une bombe, cachée dans l'une des plantes décoratives. Le réseau avait apparemment prévu une issue de secours explosive en cas d'échec de l'opération. Les secondes S égrenaient. Elisabeth, Chloé et Sophia se regardèrent, comprenant que leur vie allait peut-être se terminer ici. Mais c'est à ce moment que le passé d'Edo Elisabeth ressurgit de manière inattendue. « Le coffre-fort », s'écria-t-elle soudain. Mon mari avait fait installer un coffre-fort anti-explosion dans le sous-sol. Si nous pouvons y mettre la bombe, sans perdre un instant, les 3 femmes, aidées par Durand, transportèrent délicatement le dispositif explosif vers le sous-sol. Avec des gestes précis et tremblants, Elisabeth ouvrit le coffre-fort. Ils y placèrent la bombe et refermèrent la porte blindée juste à temps. Une explosion sourde fit trembler la maison, mais le coffre-fort avait contenu la déflagration. Lorsque le calme revint enfin, Elisabeth, Chloé et Sophia se regardèrent, à bout de souffle mais vivantes. Elles avaient survécu, et plus encore, elles avaient réussi. Le réseau était démantelé, ses principaux membres arrêtés. Dans les jours qui suivirent, alors que la poussière retombait littéralement et figurativement, les 3 femmes eurent le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Leur lien, forgé dans l'adversité, était devenu indestructible. Elisabeth, qui avait passé des années dans la solitude après la perte de sa famille, réalisa qu'elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Chloé, autrefois méfiante et effrayée, avait découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Sophia, rongée par la culpabilité, avait trouvé une forme de rédemption. Mais le plus grand changement était peut-être celui de la petite Léa. Traumatisée par les événements, elle trouva du réconfort non seulement auprès de sa mère, mais aussi de Elisabeth et de Sophia. Les 4 formèrent désormais une famille peu conventionnelle mais solide. L'inspecteur Durand, impressionné par leur courage et leur ingéniosité, leur offrit une proposition inattendue. Collaborer occasionnellement avec son unité spéciale sur des affaires complexes nécessitant leurs compétences uniques. Alors qu'elle se tenait sur la terrasse du manoir, regardant le soleil se coucher sur cette incroyable aventure, Elisabeth, Chloé, Sophia et la petite Léa savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Elles avaient traversé l'enfer ensemble et en étaient ressorties plus fortes, plus sages et plus unies que jamais. Mais ce qu'elles ignoraient encore, c'est que leur plus grand défi les attendait, un défi qui allait mettre à l'épreuve leurs nouveaux liens et révéler des secrets encore plus profonds. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis les événements dramatiques au manoir d'Elisabeth. La vie avait repris un semblant de normalité pour la famille peu conventionnelle formée par Elisabeth, Chloé, Sophia et la petite Léa. Elles avaient collaboré sur quelques affaires avec l'unité spéciale de l'inspecteur Durand, utilisant leur talent unique pour résoudre des énigmes complexes. Un matin d'automne, alors qu'elles prenaient le petit déjeuner ensemble, une lettre inattendue arriva. Elle était adressée à Elisabeth, mais l'expéditeur était inconnu. Intriguée, elle l'ouvrit et commença à lire à voix haute. « Chère Elisabeth, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je m'appelle Henri Delacroix, et bien que vous ne me connaissiez pas, je vous connais très bien. J était l'associé secret de votre défunt mari, Georges. » Elisabeth s'arrêta, le souffle coupé. Les autres femmes la regardaient, stupéfaites. Elle reprit sa lecture d'une voix tremblante. « Georges et moi avions une entreprise commune, en dehors de ses affaires officielles. Une entreprise qui, je le crains, n'était pas entièrement légale. Avant sa mort, Georges voulait tout arrêter, tout avouer. Mais je l'en ai empêché, par peur et par avidité. Sa mort soudaine m'a permis de garder notre secret jusqu'à maintenant.
La lettre révélait ensuite que l'entreprise secrète avait généré une fortune considérable, cachée sur un compte offshore. Henry, rongé par le remords sur son lit de mort, avait décidé de tout révéler et de léguer cette fortune à Elizabeth. Je sais que cela ne rachète pas nos erreurs, mais j'espère que vous utiliserez cet argent pour faire le bien autour de vous, comme George l'aurait voulu. Le silence tomba dans la pièce lorsque Elizabeth termina la lecture. Cette révélation bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari et sur sa propre vie. Les jours suivants furent remplis de discussions intenses et de réflexions profondes. Elizabeth était partagée entre la colère envers son défunt mari pour ses secrets et le désir d'honorer sa volonté apparente de réparer ses torts. Finalement, après de longues délibérations avec Chloé et Sophia, Elizabeth prit une décision audacieuse. Elle allait utiliser cet héritage inattendu pour créer une fondation. Une fondation qui aiderait les femmes et les enfants victimes de violences domestiques et de trafficking, offrant un refuge et un nouveau départ à ceux qui en avaient besoin. Chloé, émue aux larmes, vit dans ce projet une chance de redonner espoir à ceux qui, comme elle autrefois, se sentaient piégés et sans issue. Sophia, avec ses connaissances en botanique, proposa de créer des jardins thérapeutiques dans les refuges. La petite Léa, qui avait écouté toutes ces discussions avec une maturité surprenante pour son âge, eut une idée touchante. Et si on faisait aussi une bibliothèque pour les enfants? Les livres m'ont tellement aidé quand j'avais peur. Elizabeth regarda cette famille qu'elle avait trouvée de la manière la plus inattendue qui soit. Elle réalisa que toutes les épreuves qu'elles avaient traversées les avaient menées à ce moment, où elles pouvaient vraiment faire une différence dans le monde. Le projet prit forme rapidement. Le manoir d'Elizabeth fut transformé en partie en centre d'accueil, avec des appartements sécurisés pour les familles en détresse. La fondation Nouveau Départ devint rapidement connue pour son approche holistique, offrant non seulement un refuge, mais aussi une formation professionnelle, un soutien psychologique et un accompagnement juridique. Elizabeth, Chloé et Sophia travaillaient sans relâche, chacune apportant ses compétences uniques au projet. Léa grandissait entourée de femmes fortes et courageuses, devenant elle-même une source d'inspiration pour les enfants du refuge. L'inspecteur Durand, impressionné par leur initiative, devint un allié précieux, assurant la sécurité du centre et facilitant les procédures juridiques pour les victimes. 1 an après la réception de cette lettre fatidique, alors qu'elle célébrait l'anniversaire de la fondation, Elizabeth regarda autour d'elle. Le jardin du manoir était rempli de familles souriant, d'enfants jouant, de femmes retrouvant confiance en elle. Elle vit Chloé conseiller une jeune mère, Sophia enseigner le jardinage à un groupe d'enfants, et Léa lire une histoire à un petit garçon timide. À ce moment, Elizabeth comprit que le véritable héritage n'était pas l'argent qu'elle avait reçu, mais cette famille extraordinaire qu'elle avait trouvée et cette chance de transformer la douleur du passé en espoir pour l'avenir. Alors que le soleil se couchait sur cette journée de célébration, Elizabeth, Chloé, Sophia et Léa se réunirent pour un câlin collectif. Elles savaient que leur voyage était loin d'être terminé, que de nouveaux défis les attendaient. Mais ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce que la vie leur réserverait, fortes de leur amour, de leur courage et de leur détermination à faire du monde un endroit meilleur, une vie à la fois.